Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur le temps. Temps qui est toujours manquant, en tout cas d'une manière générale. Et donc cette session est autour de la chasse des voleurs de temps et surtout comment le lean et l'agile peuvent nous aider à mieux le gérer et peut-être moins en perdre. Donc, merci beaucoup à l'organisation d'Agilenior et surtout aux sponsors pour nous permettre d'avoir ce genre d'événements-là qui font du bien lorsqu'on est coincé chez soi euh, et qui permettent à la communauté en fait de continuer à partager et voilà, tout simplement. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Mi, je suis coach agile. Si vous voulez me suivre, voilà mon Twitter. Et je dirais ça juste tout simplement pour pouvoir démarrer rapidement sur la présentation. Alors le temps. Le temps, c'est souvent une ressource que l'on considère comme étant limitée. On en manque, on n'a jamais le temps. Et c'est une des premières visions en fait, qu'on peut avoir autour du temps. Et à ce sujet-là, a été écrit, donc il y a quand même déjà quelques années en fait, par Kate Murphy dans le New York Times, en fait, que justement on n'arrive pas à prendre ce temps pour penser. Dans quelques extraits, elle nous dit que une des plus grandes plaintes de la société moderne, c'est le fait d'être débordé, surchargé, surengagé. Elle nous dit qu'on peut demander aux gens, à un rassemblement social, comment ils vont, et la réponse principale sera je suis très occupé, je suis follement occupé, je suis incroyablement occupé. Ce qu'elle dit, c'est que personne ne va plus juste bien. Je trouve que c'est assez fort de se dire que déjà en 2014, c'était le cas. Et donc avec l'accélération qu'il y a pu y avoir ces dernières années, peut-être la décélération de l'année dernière, mais en tout cas l'accélération des dernières années, de se dire que déjà en 2014, en fait, on était déjà dans une sorte de boule de neige qui faisait qu'on n'avait plus le temps. Donc ce temps-là, en fait, on a beaucoup du mal à l'attraper. Et dans le même temps, de l'autre côté, il y a quelques expériences qui ont été faites, ou une dizaine d'expériences où on a demandé à des gens d'aller dans des salles, dans une salle en tout cas, où on les a isolés pendant une dizaine de minutes, sans rien, à rien faire, dit autrement. Et donc, on leur a donné du temps, faire quelque chose, potentiellement à penser. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, la plupart des personnes ont préféré faire quelque chose plutôt que rien du tout, même si ce quelque chose était négatif. Pour être un tout petit peu plus précis sur ce qui s'est passé, les personnes ont préféré se donner des décharges électriques plutôt que de ne rien faire. Et donc d'un côté, c'est ça que je trouvais assez intéressant au niveau du temps, c'est que d'un côté, on considère qu'on n'en a jamais, et de l'autre côté, lorsqu'on en a, en fait, on peut être amené à faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc c'est un élément qui me paraissait intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Donc il s'appelle In Time. Je ne sais plus c'est quoi en français ce qui a été mis. Mais presque peu importe la qualité du film en lui-même, hein, je vous laisserai votre propre avis. La métaphore qui est utilisée au niveau du temps, je l'ai trouvée vachement intéressante. C'est-à-dire que le temps est véritablement devenu une unité monétaire. Et donc, l'intérêt d'avoir cette unité monétaire au niveau du temps, c'est que ça devient plus palpable. D'accord? C'est cette notion de palpable qui fait toute la différence. Le temps habituellement est quelque chose qui est abstrait. Et donc, on a cette impression d'en manquer, alors qu'en fait, on ne le voit pas, on ne le sent pas, quoi. Le fait d'avoir un chiffre ou d'avoir une unité monétaire change totalement la donne. C'est finalement exactement pareil qui se passe lorsqu'on a une idée et lorsqu'on la dépose sur un post-it. D'accord? L'idée en allemand est abstraite. Lorsqu'elle est posée sur un post-it, on peut la déplacer, on peut la manipuler, ça devient plus concret. Et c'est sur cette idée-là de matérialisation un peu du temps dans un portefeuille qui a donné cette métaphore des voleurs de temps par la suite. Et cette métaphore a été amenée par cette personne qui s'appelle Dominica de Grandis dans son livre qui s'appelle Making Work Visible, où elle amène justement cette métaphore des voleurs de temps et qu'est-ce qui justement nous pique le porte-monnaie, quoi, entre guillemets. Et je trouve que c'était justement une métaphore qui était intéressante à vous partager. Et ce qu'elle dit dans son livre, c'est que justement, perdre du temps à cause de problèmes que l'on pourrait éviter est cher et décourageant. C'est pourquoi aujourd'hui, on va justement aller voir un petit peu ces voleurs de temps pour pouvoir déjà mieux les comprendre, pouvoir les identifier chez soi et ensuite avoir des pistes pour pouvoir les attraper et
et en tout cas et gérer mieux notre temps. Donc les 5 voleurs de temps sont les suivants. Le premier s'appelle trop de travail en cours. Le deuxième s'appelle dépendance. Le troisième s'appelle priorité contradictoire. Le quatrième s'appelle travail négligé. Et enfin, le cinquième s'appelle travail non planifié. Donc voilà les 5 voleurs de temps par lesquels on va passer les uns après les autres pour les identifier, les décrire et ensuite voir quelques pistes pour les attraper. Je mettrai une toute petite étoile sur celui-là, tout simplement parce qu'il est un petit peu différent des autres. Différent peut-être pas, mais en tout cas, c'est un petit peu le petit général. C'est-à-dire que vous allez voir que les autres voleurs vont toujours lui ramener ou lui rapporter quelque chose. Et donc, en fait, il sera vraiment au cœur de l'ensemble. Donc, on va démarrer. Premier voleur de temps, trop de travail en cours. Quels sont les impacts de trop de travail en cours? Le premier, il est simple, c'est qu'on perd en efficacité. Tout simplement, à travailler sur plusieurs choses en même temps, chaque chose va prendre plus de temps, donc on perd naturellement en efficacité. Une deuxième chose, c'est qu'on augmente les coûts. On augmente les coûts comment? On va commencer à décaler certaines livraisons pour en faire passer d'autres, donc il y a un retard dans la production de valeur, donc potentiellement un retard sur le retour sur investissement, et donc on augmente les coûts de manière assez simple. Et enfin, un risque de perte de marché, tout simplement parce que si on retarde certaines livraisons parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours, et si on les retarde à des moments critiques, on peut simplement louper la fenêtre d'opportunité qui était la nôtre, mais également, à force de faire attendre les clients, ces clients sont également. Donc, c'est lorsqu'on rentre sur une autoroute embouteillée que l'on sait que ça va prendre un certain temps. C'est exactement ce que nous dit la loi de Little, finalement qu'il est toujours nécessaire de rappeler que le temps de traversée est une composante, en fait, en tout cas est une relation du nombre d'éléments qui sera en cours sur le débit, qui est dans justement le flux de travail. Vu que le débit est quelque chose en fait qui est quand même assez abstrait et difficile en fait à jauger, en fait il est beaucoup plus facile d'agir sur notre temps de cycle si on agit sur le nombre d'éléments. Donc si on réduit le nombre d'éléments, on réduit naturellement en fait le temps de traversée d'un élément de travail, quel qu'il soit. Maintenant, la question qui se pose, c'est ce voleur de temps, il s'appelle trop de travail en cours. Ok, on a vu que lorsqu'on travaille sur trop de choses en même temps, c'est problématique. La loi de Little, on nous la répète très souvent. Je l'ai répété quand même parce que ça me paraît quand même important. Mais derrière ça, la question qui se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'on a quand même tendance, néanmoins, à toujours prendre plus de travail que notre capacité le permet? Il y a plein de choses. Ça peut être parce qu'on aime bien la personne qui nous fait la demande. Ça peut être parce que on aime faire plaisir, donc on ne va pas dire non. Ça peut être aussi parce qu'on se considère comme étant dans la même équipe. On joue dans la même équipe, tu me demandes de faire quelque chose, je vais le faire parce que moi je suis un team player, quoi. Une autre raison, ça peut être, on craint la critique. Si je le fais pas, comment est-ce qu'on va me voir? Donc je vais me sentir en insécurité d'une certaine manière, donc je vais le faire quand même. Une autre manière de voir la chose, c'est je m'emmerdais un petit peu sur ma tâche et donc faire un nouveau truc, c'est sympa. Et donc on aime la nouveauté et ce qui brille. Voilà, c'est pétillant. Donc ça peut nous challenger un peu. Une autre raison, c'est on ne se rend pas compte de la taille de ce qu'il y a à faire avant d'avoir commencé à travailler dessus. Et ça arrive bien plus souvent qu'on pourrait le croire. On a quelques raisons en fait qui nous amènent à prendre plus de choses que notre capacité le permet. La question suivante, c'est mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de dire non? En fait, il y a une personne qui s'appelle Vanessa Bones qui a écrit un article sur ce sujet-là qui est qu'est-ce qui fait que c'est difficile de dire non? Et il y a certains éléments que j'ai trouvé vachement intéressants de son article, donc je vous ai pris là. Elle nous dit que tout revient à cette motivation fondamentale que l'on a à rester connecté aux personnes. On ne veut pas rejeter les gens. Donc ce non-là, c'est une impression de rejet, et donc on ne veut pas rejeter les gens. On ne veut pas qu'ils pensent du mal de nous, alors on gère les impressions qu'ils ont de nous. Et ça, je trouve que c'est très important, cette notion de on gère les impressions qu'ils ont de nous. Et cette croyance qu'effectivement en disant non aux personnes, qu'elles vont mal le prendre, est finalement au cœur du débat, du sujet.
On pense être capable de dire non et souvent, ça arrive dans beaucoup d'échanges que j'ai avec des product owners tout particulièrement, mais avec beaucoup de gens en fait, de manière générale, qui me disent: «Bah oui, il faut apprendre à dire non» et effectivement, intellectuellement parlant, c'est facile. Bah, on dit: «Non», d'accord? C'est aussi simple que ça. Mais en fait, c'est lorsqu'on se retrouve en face de quelqu'un qui nous demande quelque chose, que là, ça devient quand même un peu tendu. On se retrouve un petit peu dans cette situation où on est un petit peu inconfortable, on voit l'autre qui nous regarde peut-être avec des yeux de chapeauté et bah, comment dire non? Et c'est là, en fait, que ça devient le plus difficile. Donc intellectuellement parlant, oui, c'est facile de dire non. Mais lorsqu'on a quelqu'un en face de nous, c'est là qu'effectivement, il est plus facile de céder et de dire oui. Maintenant, ce qui me paraissait vraiment intéressant dans ce que Vanessa Bones disait, c'était qu'il est important de réaliser le pouvoir que l'on a sur les autres lorsqu'on leur demande de faire quelque chose pour nous. Et donc, dans l'autre sens, c'est important de savoir qu'on a un pouvoir lorsqu'on va demander quelque chose à quelqu'un, parce que la personne va se retrouver dans une situation qui lui est inconfortable, elle va avoir tendance à nous dire oui, d'accord? Ce sont que des tendances, encore une fois, mais elle risque d'avoir tendance à nous dire oui. Et donc, c'est important que nous aussi, on en prenne une certaine responsabilité avant d'aller demander quelque chose à quelqu'un, voir si effectivement c'est quelque chose qui est nécessaire pour pas la mettre en inconfort et pas pour la surcharger. D'accord? C'est quelque chose qui est important. Et c'est vraiment elle qui a mis ça en exergue, en tout cas dans son article, et que je trouvais particulièrement intéressant à vous partager. Donc je vous ai mis toutes les références si vous voulez aller voir plus de détails. Donc comment est-ce qu'on voit que ce voleur, donc trop de travail en cours, bah, il est passé par chez nous? Bah, on switch de contexte très souvent et c'est quelque chose qui est assez commun. Il y a des retards dans les livraisons de valeur, donc les clients, ils attendent. Bon, on a une augmentation des coûts, bien évidemment, une baisse de la qualité potentielle et surtout, on a un personnel qui est irrité. Quelques pistes de solutions. Donc, 3 éléments: visualiser le processus, visualiser le travail et bien évidemment, limiter le travail en cours. Et donc, pour visualiser le processus et le travail, voilà une manière de faire. Et donc, ça, c'est ce qui est assez couramment fait dans les équipes agiles, qui se développent au-delà des équipes agiles IT en tout cas, c'est de faire un tableau visuel avec une matérialisation du processus de production de valeur, avec des activités par lesquelles les éléments en fait transitent, du à faire au terminé. Parfois, lorsqu'on fait ça, les tableaux peuvent ressembler à ça. C'est ce qu'on appelle de la saturation globale. Dit autrement, en fait, il y en a partout. L'encours est totalement blindé et souvent le terminé est un petit peu plus léger. Donc, lorsque vous voyez une situation comme ça, c'est un petit peu la merde. D'accord? C'est vous dire que globalement, il y a trop de travail en cours et c'est assez évident. Mais parfois, on a un peu de chance quand on commence et globalement, c'est ce qu'on appelle de la saturation locale. On voit que le travail se stocke à un certain endroit et donc si ça se stocke à un certain endroit, bah, c'est là qu'on va pouvoir cibler le travail. Cibler en tout cas le travail de réduction du travail en cours. Donc comment faire? On peut simplement limiter le travail en cours sur une colonne, dit autrement, de mettre une limite. Donc là, vous voyez qu'on met une limite sur la colonne validation, on en met 5 maximum et donc ça nous permet d'avoir, une sorte de règle de gestion de l'encours, visuellement parlant et donc ça permet aussi d'avoir un support de conversation avec l'extérieur. Mais limiter le travail en cours, ça ne se résume pas à limiter le travail en cours dans une colonne. Ce qui est important de garder en tête, c'est la loi de Little ne nous dit pas c'est dans une colonne qu'il faut limiter le travail en cours, mais c'est plutôt dans notre processus général. Et donc potentiellement, si je structure différemment mon tableau, je peux limiter le travail en cours sur un projet, sur voilà, sur une activité particulière, sur donc voilà une ligne. Projet peut être également en fait une limite. Ce qui est important, c'est de limiter. C'est vraiment ça la règle qui est importante à garder en tête. Et donc, si on veut avoir une vision de ce à quoi ça peut ressembler un encours qui est maîtrisé, ça ressemble un peu plus à ça. Dit autrement, on a bloqué en entrée, c'est pour ça que dans le à faire, ça s'accumule, mais gardez en tête que, bah, ok, on a tout ça à faire, mais bah, peut-être qu'on ne fera pas tout. D'accord? Mais au moins, c'est stocké à un endroit et c'est bloqué en entrée. Le terminer, généralement, en termes de conséquences, est plus imposant, tout simplement parce que notre encours est maîtrisé et donc ça nous permet de sortir les choses plus rapidement. Donc, trop de travail en cours, naturellement, une manière d'améliorer ça, c'est de limiter le travail en cours. Une petite loi
du temps, la loi de Carlson qui nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Dit autrement, arrêtons de travailler sur trop de choses en même temps pour finalement être plus efficace. Je passe au voleur numéro 2. Voleur numéro 2, un de mes préférés, qui s'appelle dépendance. Il existe différents types de dépendance. Donc, il y a une dépendance d'architecture, dit autrement, si je bouge une pièce d'un côté, ça risque de casser quelque chose ailleurs. Une dépendance d'expertise, et donc, oups, vous voyez toujours quelque chose ou pas? Parce que j'ai cliqué sur un bouton, je ne sais pas si vous voyez toujours. C'est tout bon. Ah d'accord, il n'y a que moi où ça a bugué. D'accord, je ne vois plus mon écran. Très bien, bah, je vais improviser. Je vais voir comment je peux faire. Très bien. Alors, différents types de dépendance. Donc, architecture, c'est ça. Et Ok, expertise, parfait. c'est bon, super, J'ai merci. eu une certaine hésitation, un contrôle F5, sinon dans un cas de doute, si tout à l'heure, mais il n'y en a pas besoin. Normalement, ça passe. Ok, très bien. Bah, merci bien. Donc, pardon, différents types de dépendance. Donc, architecture, si je fais quelque chose à un endroit, bah, ça risque de casser ailleurs. C'est ça la dépendance d'architecture. La dépendance d'expertise, c'est cette notion que bah, j'ai besoin d'une compétence de quelqu'un pour pouvoir avancer. Et le dernier élément qui est une dépendance d'activité. Il faut que telle chose soit terminée pour que moi je puisse avancer. C'est déjà important de séparer les différents types de dépendance pour pouvoir agir d'une manière différente. Quel est l'impact donc de ce voleur-là? Bah, il peut y avoir friction entre équipes, ayant des priorités et des récompenses différentes. Dit autrement, si deux équipes doivent aller dans deux chemins différents et qu'elles ont une dépendance, bah, comment est-ce que je peux faire pour que bah, l'équipe dont j'ai besoin puisse véritablement prendre la dépendance dont moi j'ai besoin si elle n'a pas le même objectif que moi? C'est compliqué. Donc, ça peut générer vraiment des frictions entre équipes. Deuxième chose, bah, l'impact, c'est que ça augmente le temps de cycle de chaque élément de travail. Pourquoi? Bah, parce qu'on est toujours en train d'attendre quelqu'un d'autre. Une phrase qui m'a beaucoup parlé, et j'espère qu'elle restera à minima pour cette notion de dépendance. C'est que chaque dépendance double vos chances d'être en retard. Et donc, c'est une présentation qui a été faite par Troy McGinnis en 2015 et qui m'a paru vachement intéressante pour observer l'angle des dépendances. Et donc, pour expliquer pourquoi est-ce que chaque dépense double vos chances d'être en retard, bah, très simplement, on fait des maths. Si on prend une fonctionnalité, d'accord, qui s'appelle fonction, il faut A et B, d'accord, c'est une fonction avec une dépendance, mais en fait, il y a deux variables, hein, mais on va dire qu'il y a une dépendance, pour avoir C, d'accord, donc il nous faut A et B pour avoir C. Bah, en fait, si on fait la combinatoire, il n'y a qu'un seul cas où ça marche, ce qui veut dire qu'on a seulement une chance sur 4 que la fonction qu'on a prévue arrive déjà à temps. Vous imaginez que déjà, lorsqu'on a une dépendance avec quelqu'un, on a déjà plus qu'une chance sur 4 que ce qu'on a planifié en fait arrive au bout. Donc un exercice, c'est de se dire, bah, imaginons qu'on est 3. D'accord? Imaginons que vous avez 3 amis qui veulent aller boire un verre. Bon, c'est un peu compliqué, mais imaginez, d'accord? Ce fut une réalité hein, il y a quelques mois. Ils veulent aller au restaurant et pour s'installer, il faut qu'ils soient tous arrivés. D'accord? Tous arrivés, tous installés. Et donc, la question qui se pose, c'est combien de chances on a que toutes les 3 personnes arrivent en même temps et à l'heure pour être installées? Bah, si on fait la combinatoire, bah, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus qu'une chance sur 8. Et donc, on a bien un facteur de 2 puissance n qui nous permet de nous dire, bah voilà, à chaque fois que j'ai une dépendance, bah, vous faites 2 puissance n étant le nombre de dépendances, et voilà le nombre de chances que vous avez que votre projet, en tout cas que votre fonction, en fait, arrive dans les temps. Moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et donc, c'est important de comprendre que justement, ces dépendances vont générer un énorme besoin de coordination. Les personnes qui ne sont pas disponibles lorsque vous avez besoin d'elles, bah, vous allez en avoir encore plus justement l'impact. C'est-à-dire que ça, c'est une dépendance d'expertise. Mais c'est là que vous voyez que vraiment les dépendances sont au cœur de votre manière de gérer. Donc, les besoins de coordination sont élevés, il faut synchroniser les gens. Et en plus de ça, bah, il y a des personnes qui sont expertes et voilà, qui sont au goulet d'étranglement. Une autre manière de voir que ça a un impact chez vous, c'est que un changement quelque part va changer de manière inattendue autre chose, autre part. Donc là, vous voyez en fait que votre structure, de manière générale, est très dépendante architecturellement parlant. Donc là, on a parlé des trois dépendances. Quelques pistes de solutions. Donc, je dis quelques,
il y en a beaucoup, mais c'est des sujets qui me paraissaient en fait importants quand même de matérialiser. Donc, je vais les passer une par une. La première, c'est visualiser les dépendances. Dit autrement, si on veut gérer quelque chose, donc comme gérer le temps, donc gérer les dépendances, autant les voir. Donc, une manière de les voir, typiquement, c'est de mettre, là, vous avez deux lignes, par exemple, une ligne avec les éléments qui n'ont pas de dépendance, une ligne avec les éléments qui ont la dépendance. Comme ça, au moins, vous savez déjà que ces éléments-là vont être à traiter un peu différemment. Et là, on peut rajouter un petit ticket dessus pour avoir les infos sur les dépendances. Voilà une manière de faire. Une autre manière de faire, que beaucoup d'entre vous connaissez, je pense, c'est de mettre des câbles. Au moins, on voit directement la dépendance entre qui. C'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est d'avoir un tableau des dépendances. Dit autrement, en fait, je mets toutes les équipes et je n'affiche que les dépendances. Et donc, je peux potentiellement me synchroniser devant ce tableau de dépendances pour voir si effectivement les choses vont bien dans la bonne direction. Et comment est-ce que j'optimise mes chances de faire sauter ces dépendances, en fait, ou en tout cas de réaliser ces dépendances au bon moment. Two Pizza Teams, Arnaud en a parlé juste avant, donc je n'en parlerai pas trop, mais l'idée en fait des Two Pizza Teams, c'est effectivement d'enlever les dépendances. Si on peut avoir une équipe qui justement a toutes les compétences à l'intérieur comme une sorte de mini-usine, mini start-up, il n'y a plus ce problème de synchronisation avec d'autres. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des projets qui sont tellement complexes où pour avoir toutes les connaissances et compétences dans une même équipe, de l'ordre de 10 personnes, c'est quand même compliqué. Donc, en tout cas, c'est l'intention derrière qui est importante de se dire comment est-ce que je peux réunir au maximum les personnes qui ont les compétences pour pouvoir être indépendantes pour sortir quelque chose. Sinon, ce n'est pas mon équipe. C'est une partie de l'ensemble des équipes. Ce qui est important de garder en tête dans les Two Pizza Teams, parce qu'il y a une notion de taille quand même autour de ça, c'est que lorsque le projet est complexe, on va avoir cette tendance à se poser la question, est-ce que vaut mieux avoir une grande équipe de 15 personnes ou deux petites équipes de 7-8 personnes? En fait, il n'y a pas de... comme souvent, ça dépend. Ce qui est important, en fait, c'est de prendre une décision informée et pas juste, en fait, prendre une décision mécanique. Dit autrement, il faut garder en tête qu'une plus petite équipe va plus vite individuellement. Mais si vous avez deux petites équipes, elles vont peut-être aller plus vite individuellement, mais potentiellement, elles risquent de perdre la vision commune qu'elles peuvent avoir. Si vous avez une grosse équipe, c'est plus dur à gérer en termes d'intelligence collective et de gestion en fait, des interactions. Mais par contre, au moins, elles sont plus facilement en fait, orientées dans la même direction. Donc, il y a les avantages et les inconvénients de côté. Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que chez vous, ça fonctionne le mieux. Et expérimenter. C'est vraiment important. Deuxième chose, donc la pluridisciplinarité, donc ça rentre un petit peu pour moi dans les Two Pizza Teams, c'est de se dire comment est-ce que je peux avoir le maximum de compétences nécessaires dans ma propre équipe pour avoir cette capacité de manière indépendante à livrer à l'extérieur. Et donc on parle souvent des T-shapes, cette notion d'avoir des compétences dans la largeur, dit autrement en fait, sur l'ensemble du parcours de l'élément de travail, et en profondeur, c'est-à-dire en termes d'expertise dans un domaine particulier. On parle souvent de T-shape. Et souvent, ça fait un peu débat parce que personne va se dire, mais moi, je ne vais pas apprendre à, je sais pas, à développer ou à être à faire des opérations si je connais que le fonctionnel, par exemple, ou vice-versa. Et effectivement, je leur dis, oui, effectivement, tu vas peut-être pas t'y mettre. Par contre, peut-être que tu peux faire quelque chose qui va aider la personne qui est à cet endroit-là pour pouvoir débloquer, ce qui est une autre manière de collaborer et interagir. Mais une autre image du T-shape, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir exactement la même capacité à faire, c'est dans l'intention, c'est comment est-ce qu'on peut élargir la largeur d'expertise. Et je trouve que dans cette vision-là, c'est aussi intéressant de se dire que ce qu'on cherche, effectivement, c'est pas que tout le monde sache tout faire, etc., mais c'est qu'on ait en fait dans notre pool de personnes une largeur d'expertise, donc des gens qui ont cette capacité à aller loin et d'une manière en fait assez minutieuse en fait dans leur sujet. Ouais, c'est une notion, moi, je trouvais intéressante dans ce sens-là. La colocalisation et l'alignement peuvent nous aider à gérer les dépendances. Donc la colocalisation, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Mais néanmoins, c'est quelque chose à garder en tête. Une colocalisation, donc effectivement, c'est plutôt physique. Maintenant, le fait d'avoir des canaux similaires, des capacités en fait à pouvoir communiquer en direct ensemble, c'est déjà vraiment pas mal. Donc, colocalisation, effectivement, c'est cette notion de travailler ensemble en proximité. Et la proximité, à l'heure actuelle, n'est pas forcément physique pour le coup.
Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'être finalement à une certaine proximité, même en étant à distance. Et l'alignement. L'alignement, c'est tout simplement pour se dire, si j'ai deux équipes qui ont des objectifs différents, ça va être beaucoup plus dur pour elles de gérer les dépendances. Si elles sont bien alignées sur un objectif commun, plus facile de gérer en fait les prises de décision et donc les priorisations. La gestion de la compétence, c'est une autre manière d'essayer de combler cette notion de dépendance, potentiellement de dépendance d'expertise. Une manière de le faire, c'est d'utiliser la matrice de compétences, par exemple, du Management 3.0, de se dire, visualisons les compétences que l'on a et potentiellement, en fait, à un instant T, il va y avoir des dépendances avec une autre personne, mais peut-être que dans 2, 3, 4 mois, quand telle ou telle personne aura monté en compétence, peut-être qu'on n'aura plus cette dépendance. L'idée étant de traiter le sujet des dépendances de manière active et non pas, en fait, de subir les dépendances pour justement avoir cette capacité de pouvoir planifier et optimiser en fait notre efficacité. Voilà, la matrice de compétences, c'est vraiment une manière en fait de visualiser ce que l'on sait faire, ce que l'on pourrait savoir faire, et donc de mettre une démarche aussi d'amélioration continue au sein des équipes. Pour limiter les dépendances, on peut découper le travail en petits éléments indépendants de valeur. Donc, je garde vraiment cet élément de découper le travail en petits éléments indépendants de valeur. Certains d'entre vous penseront peut-être user story, mais fondamentalement, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que je découpe de manière singulière et petite pour que ce soit plus facile à gérer et plus facile en fait à sortir. C'est vraiment ça l'idée. Dit autrement, lorsque je parle de petits éléments indépendants, je pense à INVEST, donc qui est un acronyme souvent utilisé pour savoir si justement mon élément de travail a bien les bonnes caractéristiques, hein, si je puis dire. Donc I, c'est pour indépendant. Est-ce que je peux faire ça même si autre chose n'a pas été fait? N, négociable. Est-ce que c'est suffisamment clair en termes d'objectifs pour pouvoir négocier la manière dont ça va être mis en œuvre? Valuable, donc est-ce que ça a de la valeur? Forcément. Estimable. Si c'est estimable, on va dire, si j'ai une idée de l'estimation que c'est, hein, je ne dis pas si l'estimation est juste, mais si j'ai une idée de l'estimation que ça peut être, ça veut bien dire que c'est suffisamment petit, suffisamment clair, en tout cas. Est-ce pour suffisamment petit ou small? Est-ce que c'est quelque chose qui peut passer dans un certain laps de temps? C'est une autre manière, en fait, de voir la taille d'un élément, c'est voir est-ce que dans le temps, le laps de temps est suffisamment court. Et testable, justement, est-ce que je sais comment tester déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est suffisamment concrète? Donc effectivement, l'idée de ce petit élément de travail, est-ce qu'il répond à ces caractéristiques de base? Oui ou non? Et sinon, comment aller dans cette direction-là? L'idée étant, d'une manière générale, de limiter les dépendances. S'il y a bien un travail sur les dépendances, c'est bien celui-ci. D'accord? C'est de se dire comment est-ce que je mets en œuvre quelque chose pour limiter au maximum les dépendances. Dit autrement, parfois de créer une seule grosse équipe limite les dépendances. Est-ce que c'est pas plus important que la coordination interne? C'est toujours un choix à faire. D'où le fait que cette notion de framework agile à l'échelle, ou en tout cas de tout particulièrement du PI planning par exemple, que je trouve comme exercice assez intéressant. Lorsqu'on voit les tableaux de PI planning, en fait, on se demande, même si le vote est à 3,5, 4, j'ai jamais rien vu au-dessus de ça, je vois même pas comment ça peut être possible que ça marche lorsqu'on voit qu'il y a je sais pas combien de dépendances entre les éléments. D'accord? Donc c'est pour moi le gros du travail souvent, c'est de comment est-ce qu'on fait au maximum pour enlever les dépendances, et ça peut venir souvent des structures d'équipe. Donc, je rebondis un peu sur la keynote d'avant, mais la structure d'équipe est vraiment fondamentale aussi pour gérer ces dépendances-là. Voleur numéro 3, donc travail non planifié. Quels sont les impacts possibles? Donc, ça peut augmenter les risques, les incertitudes, ça réduit la prédictibilité. En effet, le travail non planifié repousse le travail qui était planifié. C'est aussi simple que ça. Et ça peut abaisser le moral. Mais ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle de travail non planifié, c'est pas tellement le fait que le travail non planifié soit un problème, hein, parce que c'est pas vraiment un problème, c'est quelque chose qui arrive. Par contre, c'est l'impact du travail non planifié. Si il génère une interruption, ça devient un problème. D'accord? Donc, travail non planifié, gardez bien en tête que ce n'est pas un problème en soi, c'est l'interruption qui peut être générée par ce travail non planifié qui est problématique et qu'il faut gérer globalement. Donc, il existe différents types d'interruptions. Une première qui correspond au sujet de la tâche actuelle, donc qui est moins gênant. Il y a une autre interruption qui est courte et sans rapport avec la tâche actuelle, donc ça reste encore OK.
mais on a quand même une cassure. Et en fait, il y a la dernière qui est celle qui est longue et sans rapport avec la tâche actuelle. Et là, vous perdez totalement en fait votre efficacité dans votre traitement de tâches. Une loi qui est importante, c'est juste de se dire, OK, on comprend que c'est en travaillant en continu sur quelque chose que l'on est plus productif, oui. Et en même temps, on n'est pas des robots, donc c'est important de prendre un petit temps pour se reposer. D'accord? Donc ça, c'est important aussi à garder en tête. Mais il faut choisir. C'est vraiment ça qui est important. Choisissez ce temps de pause pour vous détendre et repartir à l'air frais plutôt que de repartir focalisé sur autre chose. C'est vraiment ça qui est important. Comment est-ce qu'on voit qu'il est arrivé chez nous? Des urgences empêchent les personnes de se focaliser sur la création de valeur, le travail est fréquemment en retard et surtout le système est difficilement prédictible. Quelques pistes de solutions. Vous allez voir, il y a un certain refrain quand même dans ce que je vous raconte. Donc, il y a une visualisation qui est importante. Si je ne vois pas, c'est difficile de le gérer. Donc, comment est-ce que je peux voir? Si j'ai l'impression que le voleur, justement, de travail non planifié est présent chez moi, autant essayer de le voir. Donc, je peux visualiser le travail non planifié, le travail planifié. Donc, de cette manière-là, par exemple, je peux refaire des lignes, si ça peut m'aider. Je peux le visualiser de cette manière-là aussi, c'est-à-dire par itération, combien j'ai eu d'éléments de travail non planifié. Donc à gauche, vous avez un tableau qui compte, à droite, vous avez juste un histogramme pour avoir en fait le ratio et comment est-ce que je fais pour progresser. Une piste donc pour gérer le travail non planifié, donc c'est évaluer l'impact de l'interruption. Dit autrement, en fait, ne pas dire oui tout de suite, mais potentiellement essayer de voir est-ce que m'interrompre là, c'est vraiment quelque chose qui est important, ou est-ce que je peux pas repousser un tout petit peu le temps de finir quelque chose. Potentiellement mettre en place un GOLI, dit autrement qui protège l'équipe des interruptions. Donc là, peut-être que ça fait résonner le rôle de Scrum Master ou de RTE pour le coup dans vos têtes. C'est vraiment ça. L'idée, c'est comment est-ce que je peux protéger l'équipe des interruptions pour lui permettre de se focaliser. Je peux potentiellement définir des périodes de non-dérangement qui nous permettent en tant qu'équipe en fait, d'être focalisés. On va chercher à éviter de charger à plus de 70%. D'accord? Donc, même si théoriquement, on le sait, en tout cas, je pense qu'on est nombreux à mettre ça en avant. Moi, j'ai beaucoup d'équipes où elles sont plutôt à 110%, ce qui est assez problématique. Mais ces 70%-là, donc vous voyez dans le graphe, c'est de se dire que s'il y a du travail qui s'accumule, si vous dépassez le 70% en fait de charge dans le système, cette file d'attente, vous ne la traiterez jamais, globalement. Et donc, des imprévus, malheureusement, ça arrive. Et donc, la loi de Murphy nous dit, si ça peut tourner mal, ça arrivera. Fait toujours un peu triste cette image. Mais voilà, c'est juste de se dire que si on charge à 100%, on ne gère jamais l'imprévu. Et donc, on sera toujours en retard. Quatrième voleur, donc priorité contradictoire. Donc, les priorités contradictoires, quels sont les impacts? Très simplement, on peut avoir des réunions de priorisation sans fin, ou une multiplicité des réunions de priorisation. Une tendance à prendre trop de travail en même temps, oui, parce que si on me demande de faire ça pour telle direction et on me demande de faire ça pour telle autre direction qui a changé, en fait, je vais accumuler le travail en cours. Des temps de cycle qui sont plus longs, naturellement. Et enfin, changement dans les priorités d'un jour à l'autre. Et ça arrive, malheureusement, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Et donc, ça change beaucoup. Voilà les impacts, en fait, qu'il peut y avoir de ce voleur-là. Une phrase qui m'est apparue intéressante à garder en tête, c'est qui vient de Ross Garber. Beaucoup de choses peuvent être importantes, mais seulement une peut être la plus importante. Entre parenthèses, à un moment donné. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que dans une priorisation, en tout cas de ce qu'on va chercher à faire, ce qui est important, c'est de bien garder en tête que tout peut être important. Mais si on met tout au même niveau, rien n'est important. Donc, il faut réussir en fait à vraiment définir quel est le niveau d'importance. Dit autrement, c'est quoi le premier? C'est quoi le deuxième? C'est quoi le troisième? C'est quoi le quatrième? Quelle est la chose la plus importante à cet instant donné? Comment est-ce qu'on peut voir qu'il agit chez nous? Souvent, en tout cas, c'est le seul élément que j'ai mis vraiment en exergue, c'est un personnel irrité et démotivé. Parce que non seulement quand on a une priorité qui change, c'est embêtant, mais si ça change tout le temps, au bout d'un moment, en fait, ça mérite même plus qu'on fournisse un effort pour faire ce qu'on vient de nous demander, parce qu'on se dit que ça va changer, quoi qu'il arrive. Donc, c'est le seul élément visible qui me paraissait important à mettre pour celui-là. Donc, quelques pistes de solutions. Le premier, c'est accepter de ne pas tout faire.
Et donc, la loi de Pareto nous dit que justement 80% de nos résultats sont le produit de 20% de nos efforts. Et c'est une règle qui s'applique sur un peu tout, globalement. Et donc, de se dire que dès le départ, lorsqu'on voit toute la charge de travail à faire, c'est de se dire, dans l'hypothèse où je n'arrive pas à tout faire, comment est-ce que je peux optimiser le fait que ce que j'aurais produit aura le plus de valeur? Et donc, il y avait une notion de priorisation en fait en continu qui est importante. Mais le fait d'accepter de ne pas tout faire, ça nous permet aussi de relâcher un petit peu. Ce qui est important, c'est donc de visualiser les priorités et ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que c'est prioriser par élément qui est important et pas par groupe d'éléments. C'est-à-dire que ce que je vois souvent, c'est des priorisations, oui, alors ça, les 10 premiers éléments, ce sont des P0 ou des P1 ou des P2 ou etc. ou des P-, je ne sais pas combien. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire que, OK, on a commencé à séquencer, donc on n'est plus à travailler sur 20, on est plus à travailler sur 5, mais ça ne change pas le fait que je travaille sur laquelle dans les 5. Donc c'est vraiment important de prioriser par élément. C'est-à-dire c'est d'abord celui-là, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. C'est vraiment quelque chose qui me paraît super important. Ensuite, dès qu'on a sélectionné les 3 éléments qui sont les plus importants, c'est définir une boîte de temps. Définir une boîte de temps dans laquelle les priorités ne changeront pas. Dit autrement, on accepte le fait que même si on a des messages extérieurs, en fait, on va essayer de sortir ces éléments-là qu'on a sélectionnés. C'est-à-dire que si on change en fait au gré du vent, tout le temps, en fait, globalement, on ne sortira jamais rien. Donc là, c'est une manière de sécuriser un petit peu de production de valeur. Il faut juste garder en tête que c'est quelle boîte de temps. Il faut savoir que plus le contexte est changeant, plus la boîte de temps est courte. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'on donne 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on se dit que c'est suffisamment court pour qu'il n'y ait pas forcément de changement de priorité, ou en tout cas, s'il y a changement, le délai d'attente qu'il y a derrière n'est pas trop long. Donc, on peut au moins sortir quelque chose pour avoir un petit peu de retour sur investissement ou de feedback ou d'apprentissage. Si vous avez l'impression que ça change vraiment tout le temps, peut-être vous pouvez avoir une boîte de temps d'un jour, par exemple. Sauf que qui dit boîte de temps d'un jour dit redécoupage et qu'est-ce que vous pouvez sortir en un jour. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est ça. C'est comment est-ce que votre contexte change? Donc, quel est le ratio de changement de votre contexte? Et donc, quelle est la boîte de temps qui vous semble pertinente pour pouvoir en fait bloquer en fait justement les éléments sur lesquels vous avez travaillé pour essayer de les sortir et pour avoir ce retour. Une autre loi du temps, c'est comprendre que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. D'où le fait qu'on aime bien définir une boîte de temps. Ça nous donne quand même un petit objectif et une petite tension qui nous permet d'être productif. Et donc, ce qui est important, une phrase fondamentale à garder en tête, c'est arrêter de commencer, commencer à terminer. Oui, là, sur la visualisation, si vous avez une ligne d'engagement, c'est ça en fait qui est important de visualiser. Tout à l'heure, vous aviez la visualisation sur un backlog, vous aviez les éléments qui sont sélectionnés, sur lesquels on s'engage, si je puis dire, et le reste qui sont des options. Et autrement, ce sont les éléments qu'on verra après. Et c'est important de visualiser cette ligne d'engagement. D'accord? Le moment où je passe l'élément à faire, c'est que je considère que je peux le faire et que ça rentre bien dans les éléments que j'ai sélectionnés et sur lesquels je me suis engagé. Sinon, c'est toujours en fait en option et ça reste avant la ligne d'engagement. Et le fait de mettre de matérialiser cette ligne d'engagement est pour moi vachement important. Même si on a l'impression des fois que c'est la même chose, ces 2 colonnes, c'est pas la même chose. D'accord? Il y a, dans votre planification, c'est pas du tout la même chose. Donc, matérialiser cette ligne d'engagement est vraiment fondamental. Et vous ne commencerez quelque chose que lorsque ça passera la ligne d'engagement. Vous pouvez utiliser le coût du délai. Donc, je vais aller assez vite sur cet élément-là. Donc, si vous ne deviez quantifier qu'une seule chose, ce serait le coût du délai, nous dit Donald Reinertsen. Très simplement, qu'est-ce que c'est le coût du délai? C'est assez visible sur ce schéma-là. Donc, vous avez en abscisse le temps, en ordonnée la valeur ou le bénéfice qui est accumulé. Vous voyez que la valeur aurait pu sortir au niveau du time, là, et qu'il y a un petit retard, et donc que la valeur sort après. Et donc, vous voyez que le coût du délai, c'est ça. C'est quelle est la valeur que j'aurais pu avoir si je l'avais sorti avant, et la valeur que j'ai eue. Maintenant, c'est beaucoup plus dangereux si ça arrive comme ça. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai loupé mon opportunité, ma valeur est bien plus basse, et donc mon coût du délai est bien plus important. Et donc, en termes de priorisation, s'il y avait bien un critère de priorisation qui semble le plus pertinent, en tout cas, ce serait de travailler sur le coût du délai. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coût du délai, il y a différents profils. Et souvent, on parle de ces 4-là. Donc, vous avez la notion d'expedite, dit autrement de la vraie urgence, c'est-à-dire
Cet élément-là, si je ne le traite pas maintenant, je perds des milliers d'euros et potentiellement ça peut amener à la mort de la structure. D'accord? C'est souvent ça, en tout cas, la manière dont je l'amène. Le standard, c'est ce qu'on a habituellement l'habitude justement de traiter, c'est-à-dire que plus je passe de temps dessus, plus ça me coûte. Le fixed date, donc la date fixe, c'est se dire avant une certaine date, ça n'a pas plus de valeur que ça, donc ça n'a pas plus de coût que ça, mais par contre, après une certaine date, d'un coup, ça va me coûter très cher si je ne l'ai pas fait. Dit autrement, c'est typique des aspects un petit peu de normes et d'homologation, etc. Il faut avoir en fait réalisé certaines choses avant une certaine date. Et donc, les intangibles sont ceux qui ont un coût un peu intangible pour le coup. Donc ça peut monter, descendre. C'est un peu plus difficile à quantifier et à qualifier. Un même message, donc, pour pouvoir gérer ces éléments-là, les visualiser, ça peut être une piste. Si vous avez l'impression effectivement que les priorités changent tout le temps, etc., peut-être que visualiser le coût du délai vous aidera en fait à vous focaliser sur les bonnes choses au bon moment. Donc, on peut les visualiser de cette manière-là, on peut les visualiser de cette manière-là. L'idée, en fait, étant vraiment de voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe pour avoir cette conversation. Et plus facile d'avoir une conversation, en fait, sur un support visuel. Encore plus aujourd'hui, pour le coup. Donc voilà, on passe au voleur 5 et notre dernier voleur qui est travail négligé. Dominique de Grandis nous dit qu'en fait, un vieux logiciel en soi n'est pas un problème. C'est un vieux logiciel qui n'est pas maintenu et qui ne fait pas partie d'un processus de build, de test, de déploiement automatisé qui est un problème. C'est un petit peu comme le travail non planifié. Le travail non planifié, ce n'est pas un problème en soi. Comme un vieux logiciel, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, c'est ce qu'on en fait qui est important. Et donc, on parle bien évidemment de dette technique à l'intérieur. La dette technique est véritablement un fléau, si je puis dire, en fait, de beaucoup d'organisations qui ne regardent qu'à court terme. Et à court terme, en fait, justement, cette notion de coût et de valeur, c'est toujours le coût qui va gagner. Et donc, répondre à cette dette technique, s'assurer en fait qu'on a un socle stable, qu'on a fait une montée de version, qu'on a fait ce genre de choses-là, ça a tendance à passer en fait à la trappe. En plus de ça, il y a une habitude qui est d'occuper les gens. Donc cette phrase me paraît vachement intéressante, c'est-à-dire les personnes occupées ne sont pas signes de productivité, la valeur délivrée, elle, si. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on a cette tendance, quand je dis on, c'est beaucoup d'organisations, cette tendance en fait à vouloir occuper les gens. Et ça se voit souvent dans les discussions, c'est de se dire est-ce que cette personne elle est chargée à 100% ou pas. Ce qui revient à l'autre problématique dont je vous parlais plus tôt, c'est que la gestion des imprévus est quasiment impossible lorsqu'on charge une personne à 100 voire 110%. Le problème, c'est que lorsqu'on occupe les gens, on ne peut pas forcément savoir s'ils s'occupent de la bonne chose, on ne peut pas gérer les imprévus, donc on ne peut pas traiter la bonne chose au bon moment. C'est vraiment le problème. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est voir les choses qui sortent. D'accord? Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet entre occuper quelqu'un et la valeur qui sort. Et donc, ça a un impact forcément avec tous les autres voleurs, les dépendances, typiquement, le travail non planifié, les changements de priorité, etc. Si tout le monde est occupé, personne ne peut réagir. Donc, il existe différents types de travaux négligés. Il y a le travail qui est en attente de feedback, d'accord? Mais vu que les personnes sont occupées, voilà, ils ont toujours autre chose à faire. Le travail qui est considéré comme important mais pas urgent, parce que c'est pas urgent et parce que j'ai pas le pistolet sur la tempe, voilà, je vais le mettre à côté. Et enfin, il y a les projets zombies. Les projets zombies, c'est ces projets qu'on ne veut pas tuer, mais dont personne ne veut. D'accord? Donc ils sont encore vivants, ouais, ils font des petits bruits par-ci par-là pour qu'on leur prête un peu attention, mais non. Les projets zombies. Et donc, comment est-ce qu'on voit que justement ce voleur est chez nous? C'est que le travail important reste en attente jusqu'à ce qu'il devienne une urgence. Donc là, ça ressemble beaucoup à la date fixe du coût du délai, c'est de se dire, il est négligé jusqu'au moment où ça devient vraiment un problème. Et quand ça devient vraiment un problème, là, ça nous coûte cher. Quelques pistes de solutions à ce sujet. Visualiser le travail négligé. Et puis, je vais décrire la suite directement. Donc, visualiser le travail négligé, c'est de se dire, pour savoir qu'il est négligé, ça veut dire que je n'ai pas passé de temps dessus. Dit autrement, le fait de matérialiser le temps passé sans avoir une action en fait concrète dessus, ça peut être une manière de se dire peut-être que ça vaut le coup quand même qu'on traite cet élément-là. Donc une manière de le faire, c'est sur les post-it, c'est mettre des points par exemple, mais voilà, il y a d'autres manières de faire, c'est juste un exemple.
pouvez visualiser la dette, tout simplement, parce que lorsque la dette dépasse un certain niveau, de se dire, bah, OK, on accepte qu'elle s'accumule, mais à partir d'un certain niveau, bah, ce n'est plus acceptable. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Cette visualisation-là est une manière aussi d'avoir une conversation avec des décideurs pour leur dire, bah, là, ça devient dangereux pour nous. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Mais de la visualiser, c'est quelque chose d'important. On peut la visualiser encore différemment de cette manière-là, avec une priorisation d'un côté qui mélange bien différents types d'éléments, donc dans la priorisation générale. Voilà, donc ça c'est en termes de visualisation du travail négligé ou du travail en manière générale. Une piste pour le travail négligé, c'est de commencer à jeter. C'est comme les projets zombies. En fait, un projet auquel on ne porte pas d'attention, qui traîne, etc., c'est comme un fruit pourri, quoi. Ça prend de la place, ça ramollit, ça sent mauvais, donc on ne va pas le garder, autant le jeter. Même si on a souvent ce biais de l'investissement qui fait qu'on veut quand même le garder parce qu'on a passé du temps dessus, peut-être pas. Peut-être qu'il vaut mieux en fait s'enlever cette charge mentale de ce produit et de ce projet pour se focaliser sur ce qui est vraiment important maintenant. Un élément supplémentaire, une phrase que moi que j'avais retenue quand je m'étais intéressé à Extreme Programming, qui disait si ça fait mal, fais-le plus souvent. Derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que faire plus souvent quelque chose qui est difficile, ça va le rendre plus facile. Et donc la fréquence réduit la difficulté sous 3 angles. Si je le fais souvent, d'accord, si je veux un peu l'industrialiser, il va falloir que je décompose la chose. Donc si je le décompose, je vais mieux la comprendre. Ce sera plus facile pour moi de la faire. Une deuxième chose, c'est que si je la décompose en éléments plus petits, ces éléments plus petits, ce sera beaucoup plus facile de les gérer et d'obtenir du feedback, donc d'avoir du retour sur investissement, mais aussi d'apprentissage et de développement en fait, de l'activité. Et enfin, parce que je le fais souvent, je vais me rendre compte qu'il y a des choses que je fais vraiment tout le temps, de la même manière, etc. Et donc, ça vaudrait le coup de l'automatiser d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, vraiment travailler sur ce qui fait mal nous permet en fait d'être plus efficace, tout simplement, pour réduire la difficulté. Donc, la décomposition, le feedback et l'automatisation sont des pistes qui nous aident à faire mieux. J'arrive à ma conclusion. J'espère que je suis à peu près dans les temps. J'ai essayé de faire au rythme. Ma conclusion, en fait, derrière tout ça, c'est de se dire, on voit souvent le temps comme étant limité. Il y a énormément de voleurs de temps qui nous en piquent. Mais moi, ce que je vous invite à faire, en fait, plutôt, c'est... Il y a quelqu'un qui veut parler, non? Oui, non, c'est juste pour t'indiquer qu'effectivement, on arrive au bout du temps et voilà. Ok, dans Merci. 1 minute, c'est bon. Enfin, je vais c'est parfait. C'est parfait. Moi, ce que je vous propose en conclusion, c'est plutôt que de voir le temps comme étant une ressource limitée, mais plutôt comme une ressource à disposition. Une personne qui était très influente et qui l'est toujours d'une certaine manière dans la communauté agile, qui s'appelle Henrik Nyberg, nous dit que la majeure partie de notre temps est probablement gaspillée. Mais une fois que ce gaspillage est identifié, c'est là qu'on peut vraiment commencer en fait à le supprimer, ce gaspillage-là. Donc finalement à regagner ce temps qu'on a l'impression d'avoir perdu. On a beaucoup de temps en fait. Il suffit de décider ce que l'on veut en faire. Et ça, c'est un message qui est fondamental. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne plus jamais dire « je n'ai pas le temps ». D'accord? Simplement parce que si vous considérez que c'est une ressource qui est illimitée, vous avez du temps. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Et donc de transformer, ce que je vous invite à vraiment commencer à tester, si vous ne le faites pas déjà, c'est de transformer cette phrase « je n'ai pas le temps » en « ce n'est pas ma priorité ». Car véritablement, c'est une question de priorité. Je vous en parle rapidement, tout simplement parce que je parle de responsabilité beaucoup. Et en fait, on voit bien que dans cette notion de « je n'ai pas le temps », je suis en train de justifier le fait que je ne vais pas faire ce que tu m'as demandé ou que je ne vais pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Cette notion de « ce n'est pas ma priorité », vous prenez acte du fait que ce n'est pas votre priorité et donc que vous allez agir en fonction. Vous serez bien plus efficace et vous aurez cette capacité à gérer de manière active votre temps. Voilà, donc ma vraie conclusion est celle-ci. En tout cas, je terminerai sur cette citation-là, que effectivement, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une personne, c'est votre temps. Parce que lorsque vous donnez de votre temps, vous donnez une partie de votre vie que vous ne reprendrez jamais. C'est pour ça que je vais vous remercier d'avoir pris ce temps avec moi et j'espère surtout que ça aura eu de la valeur pour vous.
Voilà. Merci beaucoup.